Bonjour, donc Céline Blattner et puis Jean-Louis Rullière, on va intervenir successivement sur un titre qui est un petit peu barbare, mais vous verrez, c'est pas barbare du tout. C'est le design des incitations et les techniques de data science pour avoir des programmes de prévention plus efficaces. Alors derrière ce titre, en fait, il y a vraiment un truc qui pour nous est hyper important, c'est l'usage, c'est-à-dire comment favoriser l'adhésion dans les programmes et ensuite comment faire en sorte que les gens restent dans les programmes et c'est ça en fait qu'on va vous présenter derrière le titre. Alors, nous, Actuaris, ça fait quelques années qu'on s'intéresse à la prévention, tout simplement parce que les assureurs, ça fait également quelques années que vous vous intéressez à la prévention. Et puis, donc, on a suivi les premières actions de prévention qui ont été mises en place. Et puis, on s'est dit, nous, Actuaris, quelle est notre place là-dedans? Et on s'est dit, il y a vraiment un sujet qui nous concerne, c'est le modèle économique de la prévention. Parce que c'est vrai qu'au départ, ce qu'on voyait comme action de prévention, souvent, il y avait finalement, ça ressemblait beaucoup à de la communication ou du marketing et c'était finalement des actions peu ambitieuses, je dirais, même si c'était déjà intéressant et un départ, bien sûr. Et nous, on s'est dit, on sent qu'il y a une vraie attente des assureurs pour développer de la prévention, mais finalement, pour développer de la prévention, si on ne travaille pas sur le modèle économique, on va être bloqué et on va effectivement rester à des actions plus mineures. Et donc du coup, on s'est dit, il y a 4 points vraiment, il y a 4 prérequis pour pouvoir travailler sur des programmes de prévention efficaces. C'est le ciblage, c'est-à-dire à qui je vais proposer des programmes de prévention, c'est-à-dire quels sont les besoins de mes assurés en termes de prévention. C'est le sujet que je vais exposer juste après. Ensuite, il y a l'adhésion, c'est-à-dire comment favoriser l'adhésion dans les programmes, comment faire en sorte, donc c'est ce que Jean-Louis va essayer va vous donner quelques pistes sur le sujet des incitations. Ensuite, malgré le fait d'avoir travaillé sur du ciblage et de l'adhésion, on n'est jamais sûr que ça va marcher, donc il ne faut pas hésiter à expérimenter, c'est un point qui est également important. Et quand on a fait tout ça, on va pouvoir arriver sur l'évaluation et donc sur le modèle économique de la prévention. Mais finalement, on ne peut pas partir du modèle économique, il faut vraiment travailler d'abord sur ces aspects de ciblage et d'adhésion notamment. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a de temps en temps des assureurs ou des acteurs de la prévention qui viennent nous voir et nous dire est-ce que vous pouvez, Actuaris, nous aider sur le modèle économique de notre nouveau programme? On leur dit oui, bien sûr. Combien vous avez d'adhésion dans le programme? Ah j'en ai 12, j'en ai 15. On dit non, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas d'usage. Donc commencez par faire adhérer vos gens au programme et quand ils adhéreront, on travaillera avec vous sur le modèle économique. Alors, ce que je vais vous présenter, ça paraît compliqué, mais c'est juste une petite illustration. L'idée on a mené plusieurs travaux en fait autour de la datation et de la data science et du ciblage, et on s'est dit on peut déjà travailler. Les assureurs ont quand même pas mal de données. Ils ont les données qui gèrent les données de prestations santé, et donc là je vais vous présenter un exemple sur un fichier de prestations santé qui concerne 100 000 assurés. Et sur ces 100 000 assurés, je vais zoomer sur les femmes de plus de 62 ans. Alors après, on a fait différentes études. Moi, je vais vous présenter les résultats sur ces femmes de plus de 62 ans. Et sur ces femmes de plus de 62 ans, j'avais 4,5 millions de lignes de prestations santé. Et j'ai utilisé, enfin pas moi, hein, on a un thésard chez Actuaris qui est un fou de data science et qui a mis en place des méthodes de data science. Et donc en première étape, il a utilisé l'algorithme NMF qui a permis, à partir donc des 80 actes qui étaient consommés dans le fichier de santé, finalement on a identifié en ligne 20 groupes d'actes. Et ces groupes d'actes, en fait, ça correspond à des parcours de soins, c'est-à-dire des actes qui sont consommés ensemble. Et ça, c'est l'algorithme NMF qui l'a sorti, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin a priori de lui dire, comme on ferait dans une étude statistique ou actuarielle classique, tiens, je vais faire mon groupe des actes de pharmacie, mon groupe des actes d'hospice. Non, en fait, on n'a rien eu besoin de lui dire, et c'est l'algorithme qui de lui-même a détecté en fait des groupes d'actes qui étaient consommés ensemble. Alors si j'en regarde 3, j'ai par exemple des groupes d'actes qui sont en fait composés d'un seul acte, comme l'optique. Donc c'est le groupe 5 que j'ai identifié en premier. En fait, dans ce groupe d'actes, à 95%, c'est de la consommation optique. Par contre, j'ai également d'autres groupes d'actes qui sont des actes qui sont consommés ensemble. Par exemple, j'ai le groupe 7 qui est le groupe de l'appareillage, où là j'ai plein de types d'appareillage ensemble. C'est-à-dire que j'ai
du forfait appareillage, du petit appareillage, de l'orthèse, des prothèses auditives et des appareils respiratoires. Donc tout ça, c'est des actes qui sont ressortis ensemble dans le groupe 7. Et puis j'ai un autre groupe qui est intéressant, c'est le groupe 15. Et ce groupe 15, en fait, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai de la consommation d'imagerie, c'est-à-dire de la radio. J'ai également des orthèses, j'ai de l'ostéodensitométrie, j'ai oui, de l'ostéo. Et donc en fait, ce que je vois, c'est que ça peut correspondre à des chuteurs, c'est-à-dire des gens qui ont eu un risque de chute, puisque je suis sur des femmes de plus de 62 ans. Donc c'est déjà une première analyse que je peux faire, et à partir donc de ces 20 parcours de soins que j'ai pu identifier sur ma population, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces parcours de soins, si je travaille sur si je travaille sur mes hommes ou si je travaille sur les moins de 60 ans, je ne vais pas avoir les mêmes, c'est-à-dire que j'aurai des groupes d'actes qui vont être similaires et d'autres qui seront vraiment différents. Donc c'est pas quelque chose qui est systématique, et si je travaille sur des populations plus typées, sur des branches professionnelles, j'aurai également en fait des actes spécifiques qui vont ressortir, et c'est tout l'intérêt de la data science, c'est que c'est pas préparé, c'est vraiment, ça va ressortir des fichiers directement. Alors en deuxième étape, une fois que j'ai ces 20 groupes d'actes, en fait je vais faire une étape de plus. Alors là je vais utiliser les réseaux de Cohen, pour ceux qui connaissent, et ça va me faire une représentation graphique, et cette fois-ci je suis plus sur des groupes d'actes, je vais être sur des groupes d'assurés. Donc là j'ai défini, alors c'est toujours l'algorithme qui m'a donné ça, il va me donner 16 classes d'assurés, qui sont des assurés qui ont des risques et des besoins similaires. Donc bon, je ne vais pas spécialement le commenter. Ce qu'on voit, c'est qu'on a par exemple la classe 5, qui est la classe des verts en bas, qui sont mes consommateurs un peu standards en fait. Et puis après, je vais avoir des consommateurs beaucoup plus typés, sur lesquels je vais pouvoir travailler pour mettre en œuvre des actions de prévention plus spécifiques. Je retrouve en violet le groupe 13, mes shooters, donc sur lesquels je vais pouvoir également travailler. Si je classe mes 16 groupes de consommateurs que j'ai pu identifier à la page d'avant en fonction de l'âge, je vais pouvoir commencer à identifier des besoins de prévention ou des pathologies ou des fragilités spécifiques. Ce que je vois, c'est que autour de 70 ans, finalement, j'ai de la consommation d'optique, de soins courants, des choses assez standards. Et à partir de 70 ans, je vois effectivement que j'ai ce risque de chute associé à de la radiologie qui apparaît, avec des besoins également en kiné. À partir de 74 ans, je vois arriver des besoins plus forts en termes d'hospitalisation, et également des premiers infirmiers à domicile. Et à partir de 80 ans, je vais commencer à travailler vraiment sur la dépendance, avec beaucoup d'actes à domicile, d'infirmiers à domicile, kinés à domicile qui ressortent. Alors, il y a une petite question qu'on ne se pose pas quand on fait de la data science, c'est ensuite comment je vais proposer le programme à mes adhérents. C'est encore un travail important qu'on doit faire dans le cadre de la chaire, et puis dans le cadre avec Actuaris. C'est comment, une fois qu'on a identifié des besoins de prévention, on va pouvoir les proposer réellement à nos assurés. Donc il y a aujourd'hui deux grandes pistes d'action pour ça. C'est de travailler sur des groupes d'assurés, puisque là, jusqu'à présent, j'ai réussi à identifier des besoins de groupes d'assurés. Donc dans ce cas-là, je peux travailler sur des données anonymisées au départ pour identifier des besoins, et ensuite je peux affecter finalement à mes assurés un risque d'appartenir à un groupe, et puis leur proposer des actions collectives, ce qui permet quand même d'être au plus proche de leurs besoins sans être sur des choses individuelles. Et puis après, il y a des moyens plus individuels qui sont envisagés. Donc tout ça, c'est dans le cadre du respect du futur règlement sur la protection des données personnelles, hein, c'est mai 2018, donc c'est demain. C'est des sujets qui sont très importants, d'autant que là on parle quand même des données de santé, donc c'est les données les plus sensibles qu'ils soient. Et si on veut travailler vraiment pour mettre en place des programmes de prévention individualisés, dans ce cas-là, aujourd'hui, les pistes, c'est de travailler sur demander le consentement éclairé de l'assuré, en disant est-ce que vous êtes d'accord pour que si moi je travaille sur vos données santé, et je travaille dans le but de pouvoir vous proposer des actions de prévention ciblées sur vos besoins. Donc c'est une deuxième manière de proposer ces actions de prévention.
Donc, ce qu'on a pu voir par exemple sur notre exemple, c'est que pour des femmes de 70 ans, on pourrait proposer un certain nombre de programmes de prévention autour d'activités communes pour éviter l'isolement, des visites d'étudiants par exemple en psychologie pour travailler sur des risques de dépression. À partir de 74 ans, par exemple, on pourrait travailler sur tout ce qui est activité physique adaptée pour éviter l'entrée en dépendance lourde, ainsi que de la formation de la famille à la détection des signes de dépendance. Et puis à partir de 80 ans, par exemple, on pourrait avoir des programmes autour du maintien à domicile et donc télémédecine, objets connectés pour favoriser le suivi quotidien des personnes dépendantes et alerter si accident ou anomalie mesurée. Alors, en synthèse, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui sur le ciblage, c'est que finalement, on parle beaucoup de data science et du fait qu'il faut avoir beaucoup de données, quand les assureurs sont souvent pauvres en données. Finalement, les assureurs ont déjà quand même pas mal de données et en fait, on peut déjà exploiter ces données-là et ça permet vraiment d'avoir des cartographies de vos portefeuilles et grâce à la data science, on peut faire des études qui sont quand même bien plus poussées. Alors, ça remplace pas les études statistiques ou actuarielles, mais c'est vraiment une dimension complémentaire et on arrive vraiment à faire des choses très intéressantes. Après, ce qu'il faut dire également, c'est que c'est important de combiner des expertises data science ou actuarielles avec des expertises médicales, puisque là, quand on a travaillé là-dessus, c'est vrai qu'après, derrière les données, il faut vraiment identifier quelles sont les pathologies. Par ailleurs, c'est important aussi quand on fait de la data science, puisque la data science, c'est souvent des choses qui sont non supervisées. C'est important aussi de savoir ce qu'on cherche, sinon parfois on peut découvrir des banalités, c'est-à-dire ah bah tiens j'ai plus de consommation quand ma garantie augmente. Donc la data science, il faut quand même aussi connaître un petit peu le risque pour éviter effectivement d'arriver à des conclusions complètement banales. Et donc voilà un exemple en tous les cas de choses qu'on peut faire. Ce qu'on fait aujourd'hui chez Actuaris, c'est croiser maintenant des fichiers de prestations santé avec des fichiers de prestations arrêt de travail. Alors là plutôt sur des populations collectives actives et on peut commencer à prédire un risque d'absentéisme ou de rentrée en arrêt de travail en identifiant des consommations santé qui peuvent laisser prédire de l'arrêt de travail. Donc c'est d'autres choses qu'on peut faire. Donc le champ de la data science est vraiment très important en prévoyance santé et notamment très important en application sur la prévention et très complémentaire à tout ce qu'on a pu entendre sur la prévention. Et pour moi, c'est vraiment des préalables à la réflexion sur les modèles économiques. Voilà. Donc je vais passer la main à Jean-Louis. Je voulais juste représenter très rapidement la chaire, mais c'est Jean-Louis qui va la présenter puisque c'est sa chaire. Nous, Actuaris, on a beaucoup œuvré pour le lancement de cette chaire-là. Et il y a un certain nombre de partenaires de la chaire, puisqu'on est 9 partenaires à travailler. Et on a 5 ans justement pour vous trouver la réponse au fameux modèle économique de la prévention. Et est-ce que les assureurs ont bien leur place à jouer dans le marché de la prévention? Donc je voudrais juste citer ces partenaires. Donc AG2R, la mondiale, Almeris, Covea, Groupe Amaganvi, le groupe Pasteur Mutualité, Harmonie Mutuelle, Humanis et puis la Mutuelle Générale. Voilà. Et puis sans transition, Jean-Louis. Merci de cette introduction donc de la chaire Préventorisons qui va être la conférence de lancement va avoir lieu le 10 janvier avec Pierre-André Capori qui est professeur à l'Université de Columbia sur la prévention en santé et donc sur l'articulation entre le modèle d'assurance et le modèle de prévention et de voir dans quelle mesure ces deux modèles sont complémentaires ou substitutifs. Alors, je vais prendre le clicker. En fait, moi, je suis un petit peu, je dirais pas que je suis mal à l'aise, mais je suis professeur d'économie, donc je ne suis pas assureur, je ne suis pas actuaire, je suis un petit peu à part donc je me sens presque proche de la personne qui a présenté les incendies tout à l'heure, puisque finalement, je me sens un peu décalé par rapport au reste de l'Assemblée. Et malgré tout ça, je vais essayer quand même de vous convaincre que l'économiste a pas mal de choses à dire sur la prévention, qui en fait est un concept dont on parle beaucoup. Ça fait plusieurs siècles qu'on en parle, puisque Benjamin Franklin en parlait déjà, à propos du risque incendie d'ailleurs, et qu'on n'a pas tellement avancé.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas trop avancé et pourquoi, et si on doit avancer, dans quelle direction, nous, économistes, on pense qu'il faudrait aller. Alors, je suis très content d'avoir rendu mes diapos. Je me suis fait disputer parce que j'ai envoyé mes diapos très tard. Mais il y avait une bonne raison pour envoyer mes diapos très tard, c'est la deuxième ligne. Je vais vous présenter des données statistiques qui sont contenues dans le rapport qui a été publié vendredi 10 novembre. Donc je ne pouvais pas, j'avais le week-end pour lire, et puis voilà. Hein. Donc des statistiques sur le panorama santé de l'OCDE, et c'est des stats qui sont donc sortis le 10 novembre. Je vous incite à regarder ce rapport qui est extrêmement intéressant. Je me suis concentré sur le cas français. Et sur quelques éléments qui, moi, me choquent. Peut-être pas vous, mais en tout cas, moi, ça me choque. Première chose, dépenses de santé. Alors, j'ai comparé la France et l'OCDE, donc les pays les plus développés. 11% du PIB, on est 15% de plus que la moyenne de l'OCDE. Donc c'est quand même, comme c'est une valeur moyenne, 15% de plus qu'une moyenne, c'est quand même beaucoup. Hein. Le reste à charge. Alors, en France, on entend beaucoup de choses actuellement sur, franchement, il faut diminuer le reste à charge. Moi, je pense que c'est une excellente chose. De toute façon, on est quasiment les premiers, puisqu'on a un reste à charge de 7%, sachant que la moyenne OCDE est de 20%. Donc, ce qui est très étonnant, c'est que le discours ambiant sur le reste à charge, c'est que c'est très élevé. Alors, je serais tenté de dire, allez voir les autres pays. Je ne sais pas ce qu'il faudrait dire à ce moment-là. Mais on continue à se battre pour dire que le reste à charge est trop élevé en France. Les antibiotiques, 45% de plus que la moyenne de l'OCDE. Donc on aime toujours autant les antibiotiques. Le générique a 30% en volume. C'est 52 en moyenne sur la zone OCDE. Donc prenez des antibiotiques, mais surtout pas sous forme de générique, parce que là, vraiment, vous serez beaucoup mieux soigné. Et puis, la vaccination, là, on est excellent. Puisque la rougeole, 54% des enfants de 1 an sont vaccinés pour la rougeole, 77% moyenne OCDE. Et l'hépatite B, 83%, je suis même étonné, je m'attendais à moins. Hein. Mais finalement, 83% pour les enfants de 1 an. Alors je vous signale qu'en 2005, c'était pas 83%, c'était 55%. Et la moyenne OCDE est de 94%. Alors, je vous ferai remarquer que le bloc du milieu, c'est le curatif, et que la fin, c'est le préventif. Donc on est dans un pays où on dépense beaucoup pour le curatif. On veut surtout pas que le reste à charge augmente, donc il ne faudrait pas trop responsabiliser quand même les patients, hein, parce que ce n'est pas de leur faute, ils sont malades. Ensuite, les médicaments, eh bien, c'est le curatif, on y va beaucoup. Et quant à la partie préventive, là, il ne faut pas trop s'avancer. Hein. Donc, il y a des livres célèbres qui nous expliquent que la vaccination, bien entendu, c'est absolument abominable. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas tant que ça. Je vais continuer. Donc là, c'était la diapo pour dire qu'il vaut mieux prévenir ou guérir. Je pense que vous voyez que là, on est persuadé qu'il faut... on se donne comme objectif de guérir. On n'y arrivera peut-être pas, mais surtout pas de prévenir. Deuxième diapo, les facteurs de risque pour la santé, les principaux risques. Alors, je les ai classés par ordre décroissant. Et là, vous allez voir, on est très bien. Alors, moyenne de l'OCDE, tabagisme. Hein, il fallait quand même qu'on en reparle un petit peu. Hein. Alors, chez les plus de 15 ans, vous avez plus de 15 ans, hein, je crois, ouais, tout juste. Hein, 22%, moyenne OCDE, 18%. Hein. Alors je rappelle, parce que hier, j'ai montré ces stats à quelqu'un, alors qu'il m'a dit, oh, mais quand même dans les pays pauvres. Non, l'OCDE, ce n'est pas les pays pauvres. Hein. Donc je tiens à le répéter. Hein. Des fois que vous auriez oublié. Hein. Et puis, on va à l'alcool. Alors,
je prends une précaution. Nous sommes dans un endroit où il faut faire attention à ce qu'on dit. Bien entendu, c'est l'alcool qui n'est pas bon, hein. Je ne parle pas des bonnes bouteilles, hein. Alors, la France, nous sommes à 133 litres de vin par an en moyenne par habitant, hein, sachant que c'est moins de 100 litres pour l'OCDE. Non, mais j'ai pris l'exemple du vin, mais j'aurais pu prendre autre chose, hein, si vous... Bon. Ensuite, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, surpoids, obésité. Alors, je vous rassure, en France, ça monte. Ça monte, hein. On va rattraper. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc là, c'est la bonne nouvelle. Les 2 premières stats, on est au-dessus. Là, on est en dessous. Donc 17% avec un IMC supérieur à 30, hein, indice de masse corporelle, sachant que la moyenne de l'OCDE est au-dessus. Et dernier point, la pollution atmosphérique. Vous voyez que le nucléaire n'a pas que des mauvais côtés, puisque nous avons donc une pollution atmosphérique qui est moindre par rapport aux autres pays de l'OCDE. Je précise que la Chine fait partie des pays recensés par l'OCDE, hein. Alors, je vous ferai juste remarquer une chose, c'est que les comportements concernent le tabac, l'alcool et le surpoids. Et comme par hasard, ce sont les principaux risques. Donc, première chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que si on veut s'intéresser à la prévention, donc on est mauvais en prévention et les principaux risques viennent essentiellement des comportements. Donc il faut arrêter de dire que c'est la faute à pas de chance. Il y a quand même les facteurs de risque pour la santé viennent essentiellement des comportements et on est en même temps mauvais pour la prévention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge sur l'impact des comportements, sur la capacité des individus à prévenir un certain nombre de risques. Alors ça, dans les enquêtes qui sont menées, on commence à s'apercevoir qu'il faut prendre en compte cette dimension comportementale qui est lourdement sous-estimée. Alors, je vais vous citer une enquête qui est sortie en 2016, qui a été financée par un assureur, qui se trouve d'ailleurs dans la salle, relative à la prévention en santé. Et je vais vous donner des extraits de cette enquête. Alors, sur une échelle de 0 à 10, au-delà de votre cercle familial, vous considérez-vous plutôt comme quelqu'un d'égoïste ou inversement comme quelqu'un d'altruiste? Alors, c'est dommage parce que j'aimerais bien perdre du temps avec vous et j'ai failli monter un petit dispositif pour tester ce truc-là. J'aimerais savoir ce que vous répondriez. On peut peut-être le faire. Les égoïstes, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ah, c'est bizarre, personne lève la main. Ah si, il y en a deux. Ouais. Non, Deux, j'ai trois, pas dit quatre, les provocateurs, j'ai dit égoïstes, hein. Voilà. Alors, j'adore ce genre de questions, un questionnaire. Alors, l'économiste des comportements que je suis va vous parler de biais stratégiques et effets de demande. Première chose, quand vous recevez ce genre de questions, vous vous demandez pourquoi on me pose cette question. Après, vous dites à qui je vais répondre. Et troisièmement, qu'est-ce qu'ils vont faire de ma réponse? Et avec ça, on a, tout le monde est altruiste, bien évidemment, hein. Donc, vous avez un énorme biais dans le comportement, y compris dans le comportement face à la réponse. Donc, c'est évident que la question de l'égoïsme ou de l'altruisme est très importante par rapport, par exemple, à certaines politiques de prévention, hein. Quand vous cherchez à voir, par exemple, la nature des liens sociaux à l'intérieur de la famille, qui est peut-être la cellule idéale pour mener pour conduire certains instruments de la prévention, eh bien, c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est certainement pas en posant une question que vous obtiendrez la réponse. Autre extrait. Vous avez une obligation pénible à remplir, formalité administrative. Êtes-vous plutôt du genre à attendre le dernier moment, quitte à devoir y passer plus de temps, attendre un petit peu de temps, ou à faire tout de suite pour vous en débarrasser? Là, si vous voulez, on vous souffle la réponse, hein.
Donc, vous êtes une belle personne. Donc, les belles personnes répondent qu'elles font leur travail tous à temps. Il n'y a que moi qui fais mes diapos à la dernière minute, mais sinon, vous êtes des gens parfaits, donc vous répondez le dernier cas. Alors, ça porte un nom, ça porte le nom du biais hypothétique et de l'incohérence dynamique des choix, chose sur laquelle je vais être obligé de m'attarder un tout petit peu. Parce que ça va concerner pas mal de choses concernant la prévention. Alors, je vais rester sur mon problème d'incohérence dynamique des choix. La prévention, en fait, c'est quelque chose de très très bien, mais demain matin, je vous promets que je m'y mets, je fais attention. Demain matin, j'arrête de fumer. Demain matin, j'arrête de boire. Demain matin, je fais attention à ma ligne. Et demain matin, je ferai tout ce qu'il faut. Tiens, au fait, il faut que je pense, dès que je vais rentrer à Lyon, de faire le test pour le cancer du côlon que j'ai toujours pas fait et que je devrais faire. Et pourtant, j'ai une copine qui a le cancer et je devrais y repenser. Mais oui, mais demain, pas aujourd'hui. Alors, pourquoi ? Alors, ça, c'est une étude expérimentale, comportementale, hein, où on n'a pas posé la question aux gens. Hein, donc, orange, chocolat. Et petite question, si vous décidez aujourd'hui de qu'est-ce que vous allez manger demain, ben voilà, ça vous rassure, vous êtes heureux. 74% des gens disent demain, je prendrai des oranges, je ne prendrai pas de chocolat. Voilà. Alors, les mêmes gens, on leur a dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides de manger aujourd'hui ? Donc aujourd'hui pour aujourd'hui, les mêmes personnes. Ah ben ils prennent du chocolat, ils ne prennent pas des oranges. Hein. Donc c'est bizarre. Hein. C'est parce que le chocolat est toujours mûr alors que les oranges, il faut attendre qu'elles mûrissent. C'est sans doute pour ça. Hein. Alors, ça nous pose d'énormes problèmes parce que ça veut dire quoi ? Alors concrètement et techniquement, ça veut dire qu'on a des fonctions qui sont des fonctions de préférence intertemporelle, qui sont quasi hyperboliques. C'est-à-dire que vous avez des problèmes de temps d'arrêt. Moi, quand je vous donne un deadline, hein, vous voyez très bien, vous me dites oui, non, et puis en fait, vous prenez une décision, et puis après, le temps s'écoule, et au fur et à mesure que le temps s'écoule, quand je vous repose la question, votre cerveau devrait dire « Ah oui, mais on s'approche. On s'approche, mais normalement, votre taux d'escompte devrait faire que vous ne devriez pas décaler. » Or, quand on vous repose la question dans le temps, vous avez une tendance naturelle à faire quoi ? À procrastiner, c'est-à-dire à redécaler l'horizon temporel. Ce qui explique des problèmes d'incohérence dynamique. Alors, les problèmes qui sont liés à l'échec de pas mal de mesures sur la prévention sont liés à beaucoup d'effets, beaucoup de biais. Les deux principaux, mais il n'y a pas que celui-là, c'est les problèmes d'incohérence dynamique des choix, donc ce que je viens de vous dire, et puis aussi le fait qu'on a de la peine à se projeter à cause du biais hypothétique dans une situation qu'on arrive difficilement à imaginer, et donc on va répondre correctement sur un futur hypothétique, sachant que quand on est face à ce futur hypothétique, on prend souvent une autre décision. Alors, les trois approches de la protection selon Richard Thaler, vous savez, l'économiste qui a eu le prix Nobel cette année pour le nudging, précisément pour le nudging et pour ses travaux en économie des comportements. En gros, la protection, la prévention, et je l'ai déjà entendu hier, vous avez trois façons de résoudre les choses. La première solution, c'est de supposer que les individus ont des incitations naturelles. Donc, naturellement, vous êtes incité à répondre à une mesure préventive et donc à l'adopter. Hein. Moi, c'est vrai que quand au petit déjeuner, j'avais envie de prendre un croissant, ça tombait bien, j'avais cette envie, ça a déclenché le fait que je me suis levé de ma chaise, j'ai été chercher un croissant, je l'ai pris et je suis retourné m'asseoir. Bon. Le problème, c'est que la prévention, ça ne marche pas comme ça, parce que vous n'avez pas d'incitation naturelle à cause de ce que je viens de vous dire, hein, à cause en particulier de l'incohérence dynamique des choix. La deuxième solution, donc ces incitations naturelles, on ne les a pas. Deuxième approche, l'approche paternaliste. C'est simple,
Alors ça, c'est par exemple, moi, la solution que j'ai plutôt en tête, et je ne suis pas tout seul, concernant la vaccination. Hein, vous mettez une règle, c'est obligatoire, on ne discute plus. Hein. Donc, en fait, c'est un système de bien tutélaire, c'est-à-dire que vous allez prendre la décision à la place des gens et leur imposer une décision. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça pour tout. Hein. Il ne suffit pas d'interdire l'alcool pour qu'il n'y ait plus d'alcool, hein, puisque j'ai entendu parler de prohibition dans une autre présentation. C'est évident que la prohibition n'est pas forcément la bonne solution. Hein. Et la dernière approche que je voudrais traiter en quelques mots, c'est l'approche de Cass Sunstein et de Richard Thaler, c'est-à-dire le nudging. On peut parler de paternalisme libertarien, c'est-à-dire qu'on va vous pousser insidieusement, je pourrais dire par manipulation, à adopter le bon comportement. Hein. Donc on va chercher à manipuler votre comportement par un certain nombre de dispositifs qui sont relativement neutres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le bouquin de Sunstein et Thaler sur le nudging, je vous invite à le lire. En fait, concrètement, la logique libertariste, c'est fondé sur la motivation extrinsèque. Donc, en fait, c'est système punition, récompense, bonus, malus. Hein. Donc, c'est essentiellement fondé sur les incitations monétaires. Mais ça, je l'ai déjà dit, pour la prévention, ça ne marche pas. L'autre système, c'est les incitations douces, donc c'est le système intermédiaire, où on retrouve le système dont je vous ai parlé de tout à l'heure, c'est-à-dire on va jouer sur la motivation inconsciente ou la motivation sociale. Alors, motivation sociale, c'est par exemple tous les phénomènes qui sont liés à la pression des pairs. Hein. Par exemple, vous constatez que telle et telle personne autour de vous font quelque chose, vous faites la même chose par un processus ergotique, un phénomène moutonnier. Ou alors, la motivation inconsciente, vous recevez de la communication qui modifie votre façon de raisonner et inconsciemment, vous dites finalement, je vais changer mon comportement. Et puis, la logique libertariste, c'est fondé uniquement sur la motivation intrinsèque et donc sur l'image de soi. Alors, je vais prendre un exemple qui est tiré très rapidement, qui est tiré de la littérature, mais c'est très intéressant. Écoutez, moi, je vais vous demander de faire une activité coûteuse, pénible. Et mon petit modèle me dit que normalement, les gens, si je respecte les paramètres de mon modèle, ils devraient faire 80 entre 0 et 100. D'accord ? Alors, mon modèle me dit ça. Et puis, j'observe qu'en gros, les gens font 70. Donc, ils sont en dessous de l'équilibre. Bon. Et puis, la deuxième option, c'est de me dire, en fait, moi, j'ai quand même peur que les gens, il y en ait qui soient en dessous de 40. Donc, je vais leur reposer exactement le même problème. Mais cette fois-ci, je vais leur interdire d'adopter un comportement qui amènerait à faire un effort coûteux de 40 ou moins de 40. Donc c'est le même problème. Donc normalement, théoriquement, je dois récupérer ma valeur de 80, ce qui est le cas. Et en fait, qu'est-ce que j'observe ? J'observe que les gens font 50 au lieu de faire 70, ce qui n'est pas normal. Alors en fait, vous avez un phénomène de désincitation qui est tout simplement lié à la façon dont le problème est présenté. Puisque c'est dans mes deux lignes, c'est exactement le même problème, mais les gens ne réagissent pas pareil, uniquement par la façon dont vous structurez le problème. Donc là, je viens de vous présenter par un exemple ce que c'est que le nudging. On pourrait prendre d'autres exemples qui expliquent que la façon dont vous structurez le problème va modifier les incitations. Là, je vous donne deux exemples qui ne marchent pas. Je pense que covoituragelibre.fr, vous n'utilisez pas ce truc-là. Hein. Pourquoi ? Parce que le design des incitations qui est sur ce site internet, la façon dont vous pouvez aborder les questions qui sont traitées sur le site et pour obtenir un système de covoiturage ne vous incite pas à y aller, alors qu'il y a deux systèmes que vous connaissez très bien, en fait, qui répondent exactement au même marché, mais simplement le design des incitations, la structuration du problème n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, je m'arrêterai là-dessus. Je dirais simplement que la chaire Prévente Horizon a pour but, en particulier, en passant par les méthodes et modèles du nudging,
de proposer des dispositifs qui permettent de penser qu'un jour, il y a un véritable marché de la prévention. Merci. Merci à tous les deux. Je pense qu'on peut les applaudir.